Oui, 2025-2030, c'est pour donner un peu de profondeur et de perspective, sur le réseau de chaleur, levier essentiel pour la décarbonation des territoires. Ça va être le thématique de la conférence. Avant de commencer à faire le tour de table de présentation sur cette conférence qui est organisée avec vous, Engie Solutions et merci, à vous, Ludovic, d'être, en co-organisation et d'avoir, travaillé sur cette conférence. Je voulais vous partager un petit chiffre. Est-ce que c'est 40 est-ce que vous savez ce que c'est, cher conférencier? Vous savez pas? Bah, ça va être, alors moi j'ai trouvé ce chiffre sur internet. Est-ce qu'il est juste? C'est le nombre de projets de géothermie profonde lancés d'ici 2030, qui seront lancés d'ici 2030, plus 40 et c'est un objectif national du plan d'accélération. Alors, ça va être tout le sujet, d'aujourd'hui, mais peut-être on va commencer par un petit tour de table de présentation. Ludovic, qui vous êtes, qui vous représentez? Alors, Ludovic Carandel, moi je suis le directeur développement Île-de-France pour tout ce qui est réseau de chaleur et de froid sur le territoire d'Île-de-France, voilà, pour NG Solutions. Voilà, merci à vous. Amélie? Oui, bonjour à tous. Donc, Amélie Renaud, je suis directrice régionale de l'Île-de-France de l'ADEME, donc qui est l'agence de la transition écologique, qui est un opérateur de l'État, notamment sous tutelle du ministère de l'Environnement. Merci beaucoup et Pierre-Charles? Bonjour, Pierre-Charles Dagoster. Je suis le directeur général de la société d'économie mixte de Villeneuve-la-Garenne, qui s'appelle la CODAM, et je suis aussi le président de la société Villeneuve Énergie Nouvelle, dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà. Alors on avait dit, Amélie, pour commencer, ce qui serait bien, c'est d'expliquer à notre public les différentes solutions de géothermie existantes, pour qu'on puisse, cadrer un peu, ce sujet et je crois qu'on a quelques diapos, vous avez quelques diapos là-dessus, qui va permettre de comprendre ces différents, enjeux. Oui, tout à fait. Donc, peut-être déjà pour, resituer le sujet dans son contexte et rappeler les enjeux de la chaleur renouvelable et des réseaux de chaleur, peut-être, quelques chiffres clés, très rapides. Déjà rappeler que, la chaleur, c'est le premier usage énergétique en France, hein, puisque 45 de l'énergie qui est consommée en France l'est sous forme de chaleur. C'est important parce que quand on parle énergie renouvelable, on a parfois tendance à parler électricité renouvelable, ce qui est un enjeu aussi, important, mais on oublie que, voilà, on a des enjeux très forts en termes de chaleur, et très forts, notamment en Île-de-France puisque, en Île-de-France, alors les chiffres datent de 2022 mais, n'ont pas beaucoup évolué. On avait 67 de la consommation, d'énergie qui était dans le secteur résidentiel et tertiaire, donc et essentiellement sous forme de chaleur. Donc un gros enjeu, en France et plus particulièrement en Île-de-France de, verdir, la chaleur qui est consommée, en Île-de-France. Notamment parce que l'Île-de-France, mais vous le savez, est une région qui est quand même assez peu autonome, en énergie. Elle importe 86 de l'énergie qu'elle consomme et avec un taux d'énergie renouvelable qui est, assez bas, donc à 10. Donc, ça pour dire qu'on a une forte marge de progression, en Île-de-France. Sur les réseaux de chaleur, en Île-de-France, alors pour le coup, on est une région qui comporte de très nombreux, réseaux de chaleur, hein, près de 140, réseaux, sur un total en France, de 2 000, mais avec un taux d'énergie renouvelable et de récupération qui est inférieur à la moyenne puisqu'on est à 58 d'énergie, verte, contre 66 en France. Le mix énergétique en Île-de-France pour les réseaux de chaleur, il est donc essentiellement, carboné. On a, près de 40 de gaz naturel, encore un petit peu de charbon et de fioul. On essaye de le faire disparaître, progressivement et sur les énergies renouvelables qui sont mobilisables, en Île-de-France, on a, tout d'abord alors la chaleur fatale. Alors c'est la chaleur qui est produite par des processus, industriels, essentiellement en Île-de-France, la chaleur produite par les usines d'incinération de déchets qui est une source, très intéressante, de chaleur renouvelable puisque, elle alimente, pour près de 30 du mix énergétique, des réseaux de chaleur en Île-de-France. Et ensuite les 2 autres principales énergies, renouvelables en Île-de-France sont à part presque égale à ce stade, la biomasse et la géothermie.
Donc justement peut-être les enjeux sur les réseaux de Ouais, on allait très vite là sur les chiffres là, les 2 oui. principaux alors pour les résumer, donc c'est, chaleur fatale, Alors on est donc ça le ça ça principal c'est le gaz, donc ce qui est en c'est gaz. gris à 40 Ouais, c'est le gaz, ouais. naturel qui alimente, encore, beaucoup les réseaux de chaleur. Ensuite, si on parle énergie, renouvelable, donc on est à 28 chaleur, fatale, donc Ça c'est le beige, ça c'est oui, alors je le vois orange moi, mais orange, ouais. voilà, beige, et ensuite, donc en bleu à un peu plus de 12 la géothermie, ou les géothermies même puisqu'il y en a plusieurs, types et en vert, donc la biomasse, donc essentiellement, tout ce qui peut être, voilà, bois ou Ouais, résidus agricoles. ouais. On a un petit peu de biogaz aussi, mais voilà, c'est globalement, c'est les 3 principales énergies renouvelables, chaleur fatale, géothermie et biomasse. Sur les enjeux, je continue sur les enjeux des réseaux de chaleur en Île-de-France. Donc, le premier enjeu, c'est d'abord d'étendre les réseaux de chaleur existants. Je l'ai dit, on bénéficie d'un nombre de réseaux de chaleur et de kilomètres de réseaux de chaleur, existants, importants, notamment parce que, voilà, l'Île-de-France, notamment la zone métropolitaine est une zone, ultra dense, qui du coup rend plus facilement, rentable ou en tout cas, plus facile économiquement des réseaux de chaleur puisqu'on a un nombre d'abonnés au mètre linéaire qui peut, facilement être, important. Donc on a ces réseaux de chaleur et l'enjeu c'est d'abord de les étendre puisque alors là c'est une carte, produite par, France Chaleur Urbaine qui permet de visualiser les réseaux de chaleur, existants, qui montre, en fait que, 7 du gaz, qui est consommé en Île-de-France l'est par des bâtiments qui se situent à moins de 50 mètres d'un réseau de chaleur existant. Ça concerne, près de 40 000 bâtiments, donc qui seraient potentiellement assez facilement, raccordables puisque à faible distance d'un réseau de chaleur qui existe déjà. Donc en là, en fait, sur la carte en vert, hein, que ce soit vert clair ou vert foncé, ce sont les réseaux de chaleur, existants. Donc on a déjà un enjeu de, densifier et mobiliser au maximum les réseaux, existants, tels qu'ils sont à l'heure actuelle. Et le deuxième enjeu, c'est, en créer de nouveaux, puisque là, on voit en fait la carte en vert, c'est, tous les réseaux, en tout cas, c'est si on couvrait l'ensemble des zones, considérées comme à potentiel, voire à fort potentiel, donc notamment sur des questions de densité, hein, de population. Si on couvrait l'ensemble de ces zones d'opportunité de réseau, voilà, ça donnerait cette carte-là sur la zone métropolitaine, donc une densité, très importante de réseaux de chaleur. On considère, voilà, plus de 500 000 logements pourraient être raccordables, à ces réseaux de chaleur, ce qui permettrait, de couvrir, une immense majorité, des besoins de chaleur, du secteur résidentiel et tertiaire, dans la zone métropolitaine. Donc ça, c'est l'enjeu sur les réseaux de chaleur. Peut-être, désormais un focus sur la géothermie profonde puisqu'on en parlait en introduction. Alors je parle à un public, sans doute averti, mais on le sait assez peu, hein, la région Île-de-France, c'est la première région, géothermique, d'Europe avec une forte densité de forages, plus de 50, forages, existants, en Île-de-France. Donc on voit ici, une carte qui montre, c'est ce qu'on appelle les gélules, de ces forages et donc on a 2 enjeux pour la géothermie, profonde. D'une part, donc là où les zones sont déjà très denses, notamment, le sud, de l'Île-de-France, c'est, s'assurer de la bonne cohérence territoriale puisqu'en fait ces gélules alors pour, garder l'efficacité de la géothermie, alors je rentre pas dans les détails, mais on pourra en parler si besoin. Il faut que les gélules soient, bien alignées et qu'il y ait pas de recouvrement. Donc on voit que dans des zones, comme, le Val-de-Marne ou le sud, des Hauts-de-Seine, on commence à avoir une saturation de ces zones qui nécessitent d'avoir une bonne cohérence territoriale et s'assurer que, tout le monde ne va pas aller, Oui, forer parce que le parce que là, on pompe de la calorie, c'est c'est ça, ça. on récupère la calorie. À un moment, là, c'est pas une source inépuisable non plus, donc c'est pour ça qu'il faut pas avoir de chevauchement entre les. En fait, c'est une énergie qui se renouvelle. Alors, en fait, on pompe, de l'eau chaude. Alors, pour rentrer dans le détail, donc on a la nappe, qui s'appelle le Dogger, hein, qui est, Ah c'est voilà, environ faut en entre parler, oui. 1 600 et 2 000 mètres de profondeur, qui permet d'avoir une eau, qui est entre 60 et 80, degrés, Ça, pardon. c'est sous Paris, hein, C'est, finalement. c'est sous l'Île-de-France. L'Île-de-France, ouais, Ah, c'est ouais. toute, globalement, une grande partie de l'Île-de-France. Donc cette eau, donc à 80, degrés, donc est pompée, ensuite alimente une boucle de chaleur et la chaleur, on va dire est prélevée pour ensuite alimenter un réseau de chaleur
et l'eau qui est refroidie est réinjectée dans le forage. C'est pour ça qu'on parle de doublet. Alors vous voyez, il y a 2 petits points dans chaque gélule. Ah oui. C'est, c'est le prélèvement et la Il y a réinjection. du rouge et du bleu, là, on voit. Donc, Alors bon, c'est différent. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Donc alors, rouge, ça doit être chaud et froid, c'est quand l'eau ça, a été réinjectée et donc en fait, alors bon, la chaleur, et l'activité, de la Terre fait que, l'eau froide progressivement se réchauffe, par cette énergie, mais il faut s'assurer que, la gélule, c'est le périmètre dans lequel il ne faut qu'il y ait pas d'autres forages parce que sinon, l'eau serait plus froide et donc l'efficacité du eh forage oui, bien sûr. serait, compromise, y compris la capacité, de cette nappe à se «recharger» entre guillemets en calories s'il y a trop de forage et trop de réinjection d'eau refroidie. Donc c'est tout un enjeu de cohérence et d'aligner les gélules, dans une cohérence territoriale. Donc le 1er enjeu et ce sur lequel nous, en tant qu'ADEME et potentiels financeurs de ces projets, c'est s'assurer de la bonne cohérence territoriale pour s'assurer d'utiliser l'énergie de la manière la plus efficace possible dans ces zones qui commencent à être, très exploitées, donc Seine-Saint-Denis, sud du Val-de-Marne et sud des Hauts-de-Seine. 2e enjeu, c'est dans des territoires qui sont tout aussi favorables à la géothermie, mais pour des raisons X ou Y moins exploités, ou moins connus actuellement. Donc c'est essentiellement l'ouest francilien, c'est la zone qui est entourée en rouge, dans la carte. C'est encourager, le développement de projets dans ces territoires, notamment en promouvant, en développant la connaissance du sous-sol, francilien pour ce qu'on appelle alors dérisquer les projets. C'est-à-dire, s'assurer que de la bonne connaissance des caractéristiques géologiques, du souterrain et de la nappe pour, être raisonnablement certain que lorsqu'on va forer, on aura effectivement de l'eau à la bonne température qui permettra d'alimenter des réseaux de chaleur. Donc ça, c'est une action qui est menée par l'ADEME en collaboration avec le BRGM et la région Île-de-France. C'est ce qu'on appelle l'étude, Géoscan qui est en cours, qui est une étude, en fait, d'amélioration BRGM, de la c'est connaissance. Bureau de recherche Géologique, et minière. et minière, c'est ça. Donc c'est l'organisme national qui est l'organisme de référence pour toute, la connaissance géologique, du sous-sol et ça tombe bien puisqu'on a besoin. Donc là, si j'ai bien compris, vous étudiez le sous-sol pour pouvoir dire aux entreprises après, aux collectivités, vous pouvez y aller, en tout cas, ça va être pouvoir exploitable correctement, c'est C'est ça? ça, tout à fait. Alors pour, être précis, donc c'est un camion, sismique, qui Oui. a navigué un peu dans les Yvelines, hein, principalement, mais un peu aussi dans le Val d'Oise, et l'Essonne et qui, en fait, a envoyé des ondes sismiques, dans le sol pour ensuite, les données qui remontent, donnent des notions, là, de perméabilité, et de connaissance du sous-sol. Ce camion, donc a circulé, c'était début 2024 et donc les, données sont en cours d'exploitation. Données qui seront, d'ici la fin de l'année rendues, publiques et mises à disposition de façon gratuite pour les collectivités et les porteurs de projets pour, faciliter le montage, des projets et et être relativement certain de la bonne, réalisation des projets. On espère, notamment que dans ce ouest francilien, ça permettra de développer les projets où on voit qu'on a cette zone, encore blanche, mais qui serait tout à fait favorable à la géothermie. Voilà, bon, ça, c'est une bonne présentation. C'est juste pour comprendre peut-être vous l'avez dit parce que vous avez donné beaucoup de chiffres, mais, la progression du nombre de réseaux de chaleur, sur les prochaines années, en Île-de-France? Alors après, il y a des objectifs, Oui. effectivement, vous l'avez cité, de 40. Tout va dépendre évidemment, du dynamisme des porteurs de projets. Nous, ce qu'on voit en rétrospective, c'est qu'effectivement, bon, la géothermie, en Île-de-France, ça quand même date des années 70, hein, c'était les premiers forages et une période avec quelques forages, notamment dans le Val-de-Marne et puis ensuite, la période, du gaz, naturel, à bas coût, donc ces projets se sont un peu, endormis et puis, depuis quelques années, vraiment, une augmentation très importante des projets de géothermie. Donc nous, on constate une pente, ascendante, hein, dont on se félicite. Après voilà, les objectifs, fixés sont ambitieux et vont donc nécessiter une mobilisation de tous les acteurs pour les atteindre. Bah, justement alors du coup, Ludovic, la question qu'on peut se poser c'est, vous êtes entreprise, hein, et donc est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes, en capacité vous, entreprise, de tenir ces objectifs? Parce que j'imagine il faut, les hommes, les femmes, il faut les moyens financiers, les moyens matériels. Bon, donc est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux? Alors effectivement, vous interrogez le sujet des moyens par rapport à l'ambition effectivement qu'on a pu voir, finalement tracée par,
les organismes de tutelle. Donc, effectivement, il faudrait qu'en 10 ans, on arrive à faire ce qu'on a fait en 70 ans. Donc, l'ambition est forte. Et effectivement, il faut traiter le sujet des moyens, comme vous l'avez indiqué, à la fois sur l'aspect économique, financier, pouvoir apporter des capitaux pour déployer ces infrastructures, mais aussi en termes de moyens humains. Et bon, voilà, il a fallu qu'effectivement on se mette en ordre de marche parce que ça veut dire mettre en place des projets qui, à chaque fois, sont tous différents les uns que les autres, qui demandent énormément d'expertise, expertise technique, on l'a vu avec le sujet de la géothermie, mais ça va être aussi des expertises financières, des expertises juridiques, des expertises d'exploitation technique. Et donc, effectivement, on a essayé d'anticiper, mais c'est jamais tout à fait simple aussi de le faire de manière totalement parfaite. Mais effectivement, on a essayé d'anticiper le sujet. Donc, vous voyez qu'effectivement, aujourd'hui, NG Solutions en Île-de-France, je parle hors Paris, c'est à peu près 500 collaborateurs pour 37 réseaux, principalement de chaud. On a 33 réseaux de chaud et 4 réseaux de froid. Donc, on est déjà effectivement nativement structuré pour déjà assumer une certaine charge. Si j'ai bien compris, j'en ai retenu une centaine en Île-de-France. Donc, vous en avez un tiers à peu près que vous exploitez, c'est vous? peu près Peut-être pas. Non. Peut-être, parce que ça y en a un peu plus de 100, donc on va plutôt 25%. Ouais. Et donc, c'est vrai que il a fallu qu'on se structure et qu'on anticipe en fait, parce qu'on voyait bien le mur de tous les sujets qu'on allait devoir finalement adresser. Et donc, dans un mode classique, on va dire, on peut aller chercher des collaborateurs supplémentaires chez des confrères, mais là, vu tout ce qu'il y a à faire, il fallait surtout en fait qu'on crée des nouvelles ressources et qu'on allait chercher finalement en fait des personnes qui n'étaient pas dans nos sujets jusqu'à présent. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rapproché d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, de lycées techniques. Et donc aujourd'hui, finalement, pour faire face à cette demande, on a depuis 4-5 ans mis en place en fait voilà, des liens avec les écoles pour accueillir en stage de fin d'année, fin de projet, des écoles d'ingénieurs, en fait, de jeunes personnes qui vont finalement passer 6 mois avec nous, découvrir nos métiers, comprendre ce qu'on fait, intégrer finalement nos process et à la fin, si possible, rentrer en fait dans nos effectifs. Et c'est une démarche qui a plutôt bien marché. On a eu quand même pas mal de succès sur le sujet, ce qui nous a permis effectivement de doubler nos équipes de développement au cours des 3 dernières années. Voilà. Après, sur le sujet des moyens, effectivement, il y a aussi les moyens et les capitaux. Et donc là, effectivement, nous, on a la chance chez Engie d'être en autofinancement. Ce qu'il a fallu simplement, c'est définir une trajectoire de capitaux. Et effectivement, aujourd'hui, on est sur une lancée où on demande sensiblement le double de ce qu'on demandait avant au niveau de ce type d'infrastructure. Et bientôt, on demandera le triple de ce qui a été demandé précédemment. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au sein d'Engie, finalement, on déplace finalement les capitaux investis plutôt sur nos sujets plutôt qu'ailleurs. Voilà. Ouais. Là, vous avez fait le tour à peu près là, sur ce que vous vouliez dire sur cette diapo-là en termes Oui, de alors moyens. après, Parce je qu'il peux y a un peu aussi... plus développer le sujet en fait des ressources humaines, Ouais. parce que là, j'ai parlé des ressources d'engineering, mais il faut savoir que on a eu aussi la même démarche au niveau de, par exemple, la géoscience. La direction de géosciences, là aussi, a doublé ses effectifs. Et il faut savoir que ça a été la même chose sur le sujet des juristes, par exemple. Donc, c'est vraiment énormément d'expertise. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, là, le sujet actuellement principal, c'est le sujet de la géothermie. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, on emporte de plus en plus de NR. Donc, il faut aussi des spécialistes du data center. Il faut aussi des spécialistes de la valorisation des eaux de steppe, etc., etc. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de ressources et beaucoup de sujets qu'on a dû adresser en très peu de temps. Bon, voilà, ouais, c'est le job. Vous y arrivez, mais effectivement, il y a différents types de compétences. Alors, on va venir maintenant sur l'exemple avec vous, Pierre Charles, puisque ça serait bien que nous fassions un témoignage sur le réseau de chaleur de Villeneuve la Garenne. Peut-être vous pouvez commencer par nous décrire le territoire et puis les objectifs que vous souhaitiez atteindre. Pourquoi vous avez mis en place ce réseau de chaleur? Oui, bien sûr. Donc, le territoire de Villeneuve-la-Garenne, c'est une commune qui est située dans les Hauts-de-Seine, dans le nord des Hauts-de-Seine. On dit maintenant que c'est l'entrée des Hauts-de-Seine
au nord des Hauts-de-Seine. Donc 5 km de Paris à peu près, donc dans la première couronne. Une ville qui accueille aujourd'hui 25 000 habitants, qui a pour projet de se développer dans le futur, puisque on annonce 35 000 habitants à peu près dans une dizaine d'années. Donc il y a des terrains qui ont été libérés qui vont pouvoir être construits dans cette ville, mais c'est une ville qui a une surface qui mesure à peine 3 km², ce qui en fait une ville relativement dense, on va dire. 80% de l'habitat aujourd'hui sur Villeneuve est sous forme d'habitat collectif, c'est-à-dire donc un habitat qui est proprement adapté à un dispositif de type réseau de chaleur, puisque nombre de ces logements sont dotés d'ores et déjà d'un dispositif de chauffage centralisé, avec une boucle d'eau chaude dans l'immeuble pour réchauffer les appartements. 60% du parc est détenu par des bailleurs sociaux. Et ça aussi, je dirais que c'est un élément qui est important dans le dispositif, parce que qui dit bailleurs sociaux dit unité de décision au niveau de l'immeuble. Et même si on voit, et on pourrait en parler un peu, que les copropriétés sont de plus en plus intéressées par la question de la géothermie, les bailleurs sociaux ont peut-être un peu précédé ce mouvement en étant, eux, dans des politiques d'amélioration énergétique de leur parc. Oui, pour la prise de décision, c'est plus simple, mais il n'y a pas une obligation pour les copropriétés de se raccorder un réseau de chaleur Alors, lorsqu'on développe un nouveau réseau de chaleur, s'il est classé, c'est-à-dire que si la collectivité a décidé que ce réseau, on devait s'y raccorder, il y aura une obligation pour tout bâtiment neuf de s'y raccorder. En revanche, pour l'habitat existant, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, il faut en fait être attractif. Et on est véritablement dans un dispositif où il faut mettre en avant les avantages qu'il y a à se raccorder à ce type de réseau, tout autant que des dispositifs qui seraient plus coercitifs. Ce qui n'est pas forcément la bonne méthode. Voilà. Donc là, c'est plutôt démontrer la pertinence de notre projet et de cette forme de chaleur qui va être offerte. Alors ce territoire, vous le voyez sur la petite carte qui est à la droite de l'écran, il présente une densité, ce qu'on appelle une densité thermique, c'est-à-dire la puissance qui va pouvoir être accordée, ramenée au mètre linéaire, qui est particulièrement important. Alors, on le voit au travers de ces petits points bleus sur la carte à droite, et au travers aussi de cette halo rouge. On voit plus c'est rouge, plus c'est dense, plus la consommation est importante. Et donc ça rendait le territoire particulièrement pertinent pour une extension d'un réseau de chaleur. Parce que ce réseau de chaleur, il existait déjà à l'échelle de la commune. Alors c'est la diapo d'après. Il existait déjà sur la commune à l'échelle d'un quartier construit par la Société d'économie mixte CODAM, donc construit dans les années 60, donc qui s'appelle la résidence de Villeneuve. Et vous apercevez là sur cette photo une partie de cette résidence, et on aperçoit notamment la cheminée assez impressionnante sur la droite de la photo, qui grise exactement au-dessus de la chaufferie gaz. Donc c'est une chaufferie qui a d'abord été au fioul, puis qui est passée au gaz. Dans les années 90, il y avait eu un projet déjà dans une logique, je dirais, de développement durable, puisqu'on était passé, c'était assez à la mode à l'époque, sur de la cogénération, c'est-à-dire un système de production de chaleur associé à de la production électrique. Donc le système avait évolué vers ce dispositif de cogénération. Et puis par la suite, le parc, la SEM a engagé un grand travail de rénovation énergétique de son parc, qui est pour partie détenu en propre et pour partie en copropriété, puisqu'il y avait eu aussi des ventes qui avaient été réalisées à l'intérieur de ce parc. De telle façon à ce que, et je pense que c'est un point qui est quand même important à souligner, on avait déjà travaillé sur la limitation de la dépense énergétique des bâtiments. Donc vous voyez, aujourd'hui, on a des bâtiments qui ont une classe énergétique, une étiquette D.
ce qui, je dirais, pour du patrimoine des années 1960 est somme toute quand même assez honorable. Mais l'évolution vers un autre mode de chaleur va nous permettre aussi de gagner une classe énergétique et donc de passer en classe C. Alors ça a son importance, je le disais tout à l'heure, je parlais des bailleurs sociaux, ça a aussi son importance pour eux parce que un patrimoine qui est énergivore, c'est un patrimoine qui se déprécie au niveau patrimonial de sa valeur et si une passoire énergétique, ça devient un patrimoine qu'on ne peut plus louer. Donc voilà, il faut être aussi attentif à bien isoler les bâtiments. Voilà. Alors la SEM-Codam a créé il y a quelques années une société sous forme de SAS, Société par action simplifiée, qu'elle détient à 100%. Donc cette structure s'appelle Villeneuve Énergie Nouvelle. C'est une société de droit privé, dans le sens où son actionnaire est une SEM, donc un actionnaire de droit privé. Cette SAS, elle a été dotée de la propriété du réseau de chauffage existant et de la chaufferie centrale existante. Et c'est elle qui a décidé d'initier ce projet de création d'une géothermie profonde pour faire en fait muter notre installation existante avec 2 axes, et c'est la diapo suivante, merci, avec 2 axes, un axe plutôt orienté abonné, on va dire, et puis un axe plutôt orienté territoire. Donc, les enjeux pour nous, c'était au niveau des abonnés, de pouvoir leur offrir un service de qualité, mais aussi un service accessible et de lutter en fait contre des problématiques de précarité énergétique. Quand on a commencé à travailler sur ce dossier en visant la géothermie, c'était en fin 2021. Et on sentait, voilà, on avait un prix du gaz qui avait littéralement flambé post-Covid avec la reprise de l'économie mondiale. Et la facture de nos locataires en termes de chauffage se trouvait largement impactée par cette augmentation du prix du gaz. Malgré les dispositifs de bouclier énergétique qui avaient été mis en place, bouclier tarifaire, ça restait quand même un vrai sujet. Et donc pour ce faire, la géothermie, nous a apparu comme une bonne solution pour en fait cesser cette dépendance à un tarif lié à des tensions au niveau international. Alors, à peine quelques mois plus tard, s'est déclenchée la guerre en Ukraine et je peux dire qu'effectivement, ça nous a renforcés dans ce projet de trouver cette indépendance énergétique à l'échelle de notre territoire. Les autres sujets, c'était aussi de faire évoluer notre dispositif de façon à pouvoir aussi, parce qu'aujourd'hui on a un réseau de chaleur qui ne propose que le chauffage, et d'aller aussi vers un réseau de chaleur qui propose l'eau chaude sanitaire. Et donc pour ça, il fallait qu'on ait davantage de puissance disponible et qu'on renouvelle le réseau pour pouvoir mieux raccorder nos bâtiments. Voilà, donc ça c'était plutôt du côté des abonnés, je dirais, une perspective surtout orientée sur la question du coût, de la maîtrise du coût, même si pour un certain nombre d'entre eux, il y a quand même un vrai intérêt sur le sujet de la chaleur renouvelable. Il y en a un encore un petit peu financier qui est que qui dit réseau ENR dit TVA 5,5. Donc c'est quand même immédiatement une économie sur la facture pour l'abonné, hein, de passer sur un dispositif raccordé en ENR. Mais il y avait aussi pour certains d'entre eux, évidemment, une sensibilité à la question du réchauffement climatique et donc de la décarbonation. Et donc ça, c'est la colonne plus pour la ville de Villeneuve-la-Garenne. On a cherché à faire un projet qui permettrait effectivement de diminuer les émissions de gaz à effet de serre sur la commune, en notamment aller chercher cette énergie dans le sous-sol dont on savait qu'elle existait. Je reviens un petit peu sur ce qui était dit tout à l'heure. Se lancer dans un projet de géothermie, on peut le faire, de géothermie profonde, quand on a un peu une connaissance du sous-sol. Donc tout ça peut être documenté par différentes pistes, notamment la campagne du BRGM qu'on a évoquée tout à l'heure.
À Villeneuve, on avait, je dirais, une longueur d'avance parce qu'il y avait déjà eu un réseau de géothermie qui avait été exploité dans les fin 20e siècle, dans les années 80, et qui avait finalement été abandonné, bon, parce que techniquement, il était beaucoup moins au point que ce qu'on peut faire aujourd'hui, et je pense qu'on y viendra tout à l'heure, mais aussi parce qu'il était fortement concurrencé par le gaz. C'est-à-dire que quand le gaz est vraiment pas cher, on a du mal à mettre en place ce type de projet. Déployer effectivement la géothermie, mais on peut voir la diapo suivante, comme ça on va Voilà. boucler là sur le dispositif, effectivement sur le réseau, et puis pour pouvoir faire rebondir aussi, les autres conférenciers. Là, si on présente finalement ce schéma, alors qu'est-ce qu'on peut dire Alors, en quelques mots, ce schéma, il permet de comprendre notre mix énergétique. Un réseau, c'est rarement une seule source d'énergie. Ça peut être le cas, c'était le cas précédemment, puisqu'on avait uniquement du gaz. Enfin, encore que, on avait du gaz et de la cogénération. On avait donc quand même deux solutions. Mais là, voilà, comment on est alimenté sur ce futur réseau de Villeneuve-la-Garenne. Il y a d'une part cette géothermie au Dogger, donc très profonde, avec un doublet géothermique. Donc, on va pomper les calories de cette nappe du Dogger. On passe dans un échangeur à plaques, c'est ce qu'on voit au milieu, et l'eau qui est prise dans le Dogger est réinjectée dans le Dogger. Cette eau, elle n'est pas conservée à la surface, et donc elle retournera se réchauffer en étant réinjectée à environ 2 km du point où elle a été pompée. C'est ça, cette fameuse gélule dont parlait tout à l'heure Amélie. Le dispositif, il est complété parce que comme il se trouve, voilà, quand on est à l'ouest de Paris, on a un petit peu moins de calories que quand on est à l'est. C'est pour ça qu'il y a une telle densité, enfin j'imagine, sur le Val-de-Marne et sur le sud Seine-et-Marne, où on voit qu'il y a des très grands réseaux qui existent depuis longtemps. Sur l'ouest, ça s'est moins développé parce que le Dogger, il n'est entre guillemets, qu'à 58 degrés sous nos pieds à Villeneuve. Et donc, on couple le dispositif avec des pompes à chaleur. C'est ce que vous voyez, le numéro 4 là, sur cette photo, sur cette diapo. Donc, un dispositif de pompe à chaleur de puissance industrielle qui vient permettre de rehausser encore la température. Mais les autres éléments qui sont intéressants sur ce schéma qui nous a été proposé donc, par le nouveau concessionnaire, c'est la récupération de la chaleur sur une usine de potabilisation. Donc, puisque à Villeneuve-la-Garenne, on a un forage au niveau de l'aquifère de l'Albien. Alors là, c'est un forage c'est de l'eau qu'on ne va pas réinjecter dans le sous-sol. Cette eau, elle est destinée à être bue. Elle est distribuée par le réseau de distribution. En fait, l'eau qui est prise dans le sous-sol est à une température d'environ 28 degrés, 26-28 degrés. Et pour être distribuée, elle doit être refroidie précédemment pour pouvoir être, je dirais, présenter les bonnes qualités, voilà, la rendre potable et puis faire en sorte qu'il n'y ait pas des germes qui se développent, etc. Il faut la refroidir. Donc on la refroidit à environ 15 degrés. Et donc là, vous voyez, on a une marge en température. On a des calories à prendre. Voilà, plutôt que de perdre ces calories, on les récupère. C'est ça, c'est l'énergie fatale un peu dont on parlait tout à l'heure, que l'on peut récupérer au travers de cette de ce deuxième forage qui, lui, est déjà existant. Voilà. Puis après, de façon assez simple, le réseau est distribué. Et puis, parce qu'il faut toujours avoir une sécurité, on a la chaufferie d'appoint Jean Moulin, donc qui, elle, est au gaz et conservée, mais ne représente qu'une part minime de la distribution. Si on regarde la diapo d'après, pour donner les chiffres clés. Chiffres, voilà, les grands chiffres. Donc 80% d'ENR, 70% d'origine du Dogger, 10% c'est l'Albien, la récupération de cette chaleur fatale. Et puis, on a une vingtaine de pourcents autres, dont notamment les pompes à chaleur et le gaz qui représente moins de 10% sur le dispositif. Et donc ça fait rêver en termes d'ENR, donc c'est un excellent taux. C'est un taux plutôt élevé. On peut monter à 100 d'ailleurs. Mais
Non, mais merci d'avoir. On a passé un peu de temps sur ce projet parce que finalement, c'est le cœur du Bien sûr. sujet, hein, c'est vous montrer ce que l'on fait. Et merci à vous. Juste un petit mot, Pierre-Charles, et puis ensuite, je vais vous donner la parole à Ludovic. C'est un petit mot, c'est que vous avez mis en place un dispositif. On l'a appelé innovant, mais je ne sais plus. On s'était dit qu'il ne fallait pas dire forcément innovant, mais un dispositif, en tout cas, un peu original. Voilà, faut trouver un autre terme qui fait que ça coûte pas forcément beaucoup d'argent ou ça coûte rien aux contribuables. En un mot, hein, puis après on va regarder dans le détail. Vraiment de façon très très rapide. Et, effectivement, alors c'est un dispositif, je dirais, qui est à la fois classique, parce qu'il ressemble fortement à une DSP, mais ça n'est pas tout à fait une DSP, parce que nous sommes, j'ai insisté tout à l'heure sur ce point, une société privée, Villeneuve Énergie Nouvelle. Et donc, c'est Villeneuve Énergie Nouvelle qui, comme elle était déjà propriétaire d'un réseau sur Villeneuve, a pris l'initiative de lancer cette consultation qui a conduit à désigner Engie. Et Villeneuve Énergie Nouvelle a... voilà le petit schéma que je voulais montrer. Lancer donc une concession de service avec travaux. Donc vous voyez ici notre organigramme juridique. Donc il y a la SEM-Codam qui a sa filiale. Le concessionnaire, c'est une société qui a été dédiée pour cela par Engie qui s'appelle Géothermie de Villeneuve Énergie Nouvelle, GVN, dont Engie est l'unique actionnaire. Donc c'est Engie qui amène les financements. Alors, on est passé vite tout à l'heure, mais le financement, c'est 60 millions d'euros d'investissement. Donc, c'est un beau montant, on va dire, qui va s'amortir sur une trentaine d'années pour Engie, au travers de la vente de chaleur. Et donc, c'est Engie qui sera en relation directe, qui est déjà en relation directe avec les abonnés et qui gère l'ensemble des contrats de travaux. Il n'y a pas 1,5 € par le contribuable, effectivement. Le financement repose entièrement sur les abonnés au travers d'un préfinancement qui est apporté par Engie. Alors, je voyais Amélie là, qui disait oui, il y avait peut-être un Alors, commentaire. Non, le contribuable dit laissez parler Amélie là, parce que vous avez beaucoup parlé. Amélie, prenez le micro. Non, il n'y avait rien de Je peux même pas dire parce que ce type de projet, alors c'est vrai que ça me permet de rappeler que l'ADEME, au-delà de son expertise, opère également le fonds chaleur, qui est un dispositif financé par l'État et qui permet justement de financer les études et travaux de production de chaleur renouvelable, et notamment les nombreux projets de géothermie profonde qui sont portés en Île-de-France. Donc voilà, alors on est encore en discussion, hein, pour savoir le montant d'éventuelles subventions, mais qui serait du coup des subventions État et donc contribuable. C'est pour ça que je me permettais de réagir sur le fait que le contribuable n'est pas mis à contribution. Ludovic, là, si on regarde là, parce qu'on était dans les modèles juridiques, moi j'aimerais qu'on aille un peu dans le détail là, des modèles choisis, parce qu'il y a plusieurs types de projets, il faut adopter son modèle juridique au type de projet, donc c'est complexe, il y a toute une ingénierie juridique et financière à opérer. Oui, alors là, on vous présente effectivement les différents types de solutions. Donc on voit que c'est quand même un imbroglio. C'est un peu compliqué, effectivement, en fait, pour quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à ce domaine-là, de pouvoir s'y retrouver. Mais on va dire que pour une collectivité, finalement, ce qui va être sa ligne de crête, ça va être son niveau d'autonomie. On l'a bien vu lorsqu'on évoquait le sujet des moyens. Ce sont des projets où finalement on va chercher énormément d'expertise. Expertise technique, financière, juridique, énergétique. Donc effectivement, déjà, si la collectivité a ses propres ressources ou pas. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier sujet. Est-ce qu'elle est capable déjà techniquement en fait, de porter un sujet comme celui-là ? Ou est-ce qu'elle va aller chercher en fait, des ressources externes ? Et puis après, effectivement, ça va être sa capacité de financement. Est-ce qu'elle a des capitaux à pouvoir investir ? Donc en fonction de ça, finalement, elle va faire son choix là dans l'organigramme là qu'on vient de vous présenter, où finalement on voit que une collectivité qui est totalement autonome et qui est en autofinancement, elle peut faire le choix en fait de la régie. Après, effectivement, si elle a besoin finalement de se faire accompagner en termes d'expertise, elle va passer des marchés pour avoir effectivement des AMO et pour aller choisir des opérateurs. Alors, opérateurs qui pourront être publics, hein, c'est le cas par exemple de SPL. Et là, effectivement, on n'a pas forcément de mise en concurrence, même si on a un contrat de concession qui est mis en œuvre. Mais après, la plupart du temps, on va dire 90%,
des cas, c'est finalement en fait une collectivité qui lance un appel d'offres et qui va choisir un opérateur privé pour porter son projet. Pourquoi? Parce que effectivement, en fait, les quelques opérateurs, hein, on est plusieurs, à pouvoir porter ce type de sujet, on intègre finalement et on apporte en fait l'ensemble des expertises en fait dans nos organisations. Donc là, effectivement, vous pouvez voir que on peut retrouver Engie, Dalca, Corian, Silex, Veolia sur ce type de projet et qui vont répondre finalement à l'appel d'offres qui sera mis en œuvre en fait par la collectivité, ce qui a été le cas pour Villeneuve-la-Garenne, hein, parce que même si effectivement le donneur d'ordre juridiquement avait une organisation privée, dans les faits, on a répondu à un appel d'offres qui ressemblait, comme le Canada Dry, très fortement finalement en fait à un sujet de concession et un appel d'offres de type DSP. Après, juste sur le sujet des contrats privés, on voit apparaître depuis quelques années là on voit monter en fait le sujet des SEM et des CEMOP. Et il y a aussi par la loi de transition énergétique de 2017, on a vu apparaître en fait le principe des SACENR. Et c'est un sujet effectivement en fait c'est un modèle qui peut être intéressant dans certains cas. Je ne dis pas dans tous. Dans certains cas, ça peut être intéressant lorsque, par exemple, on a une délégation de service public qui a plus de 15 ans encore à perdurer et qu'on souhaite la convertir aux ENR. Ça peut être en fait un modèle qui permet de ne pas tout remettre en question et simplement en fait venir plugger une nouvelle production énergétique, ENR, sur un réseau existant, par exemple. Voilà, donc on voit des enjeux juridiques, trouver le bon modèle juridique en fonction des contraintes qu'a chacune des collectivités. Donc ça, il y a une discussion qui doit naître aussi avec vous une fois que c'est fait. Et puis il y a aussi les solutions techniques que vous devez proposer. Je crois qu'à Villeneuve-la-Garenne, vous avez également proposé une solution technique un peu innovante. Alors, je n'avais pas vu le schéma d'Amélie, mais effectivement, en fait, vous avez bien vu que dans tout l'Est parisien, finalement, en fait, le sujet de la géothermie n'était pas vraiment adressé jusqu'à présent. Et effectivement, en fait, depuis quelques années, à Engie, on a apporté finalement des nouvelles solutions pour aller sur des sous-sols qui, jusqu'à présent, en fait, étaient considérés comme peu intéressants. Et donc, ce sont des technologies, enfin une technologie particulière qui s'appelle le multidrain, qu'on a déjà mise en œuvre déjà à 2 reprises, hein, que ce soit du côté de Vélizy ou du côté du Chénet-Rocancourt. 2 installations où finalement on a mis en place en fait une infrastructure qui ressemble à des infrastructures qui ont été développées dans l'oil and gas. C'est-à-dire que plutôt que venir capter sur un seul des horizons, en fait, vu qu'il y en a 4 ou 5 au niveau du Dogger, à 1500, 1600 mètres, plutôt qu'aller capter la ressource en fait sur un seul horizon, là en fait on vient et on traverse toutes les couches en fait du Dogger, donc 4 ou 5 couches. On vient les traverser 2 fois pour 2 brins et une fois pour un seul brin. Et donc finalement on voit que là en fait on vient récupérer le maximum en fait de quantité d'eau dans le sous-sol grâce à cette technique. Si on ne mettait pas en œuvre cette technique, on aurait beaucoup plus de difficultés à mettre en œuvre en fait des systèmes techniques d'aussi grande importance, hein, parce que bon, à chaque fois on vient, on alimente une ville, 2 villes, 3 villes, 5 villes. Donc c'est des grosses infrastructures qui nous permettent finalement, grâce à cette nouvelle technologie, d'adresser finalement l'Ouest parisien dorénavant. Voilà, ça c'est très clair donc sur la techno. J'aimerais que Amélie, sur la partie, je me trompe, sur la partie chaleur fatale, voilà. On voulait parler un peu de chaleur fatale, c'est quoi les différents types de solutions de chaleur fatale pour récupérer, cette énergie? Alors, donc les chaleurs fatales, donc comme on l'a dit, c'est, une chaleur qui en fait, est produite par un processus qui n'a rien à voir avec, la chaleur en tant que telle, mais qui en fait, un espèce de coproduit d'un processus, industriel. Alors, il y a différents types de chaleur fatale. C'est vrai que moi j'avais évoqué, parce que c'est la source, la plus importante en Île-de-France, tout ce qui est incinération des déchets. On a évoqué dans le projet de Villeneuve la récupération de chaleur sur, usines de production d'eau potable. Ça existe également sur les usines de traitement des eaux usées où là aussi le process fait que voilà, on a la production de chaleur et donc qui est récupérable.
Donc ça, c'est les sources, on va dire, les plus connues et les plus exploitées. Alors avec, ensuite des solutions parce que comme on l'a dit, la chaleur fatale, alors bon, incinération des déchets, c'est un cas particulier, mais station de traitement, des eaux usées ou d'eau potable, l'eau, elle est pas très, très chaude, elle est à 30-35 degrés. Donc ça suppose, ensuite, de mettre en place des solutions, techniques pour, rehausser la chaleur, notamment par des pompes à chaleur. Donc ça, c'est des technologies qui sont éprouvées. Un sujet qu'on voit se développer de plus en plus en Île-de-France et qui pour le coup est d'actualité, c'est tout ce qui est data center, avec, une forte attractivité de la région Île-de-France, où beaucoup de data centers, souhaitent s'installer. Et là aussi, par la force des choses, donc les serveurs, informatiques, produisent, de la chaleur qui doit être évacuée pour justement éviter que les serveurs ne surchauffent. Et donc qui, plutôt que, de l'évacuer dans l'air ambiant avec aussi potentiellement des problématiques, d'îlots de chaleur urbains, l'idée est de se dire, pourquoi ne pas récupérer cette chaleur et la réinjecter dans le réseau? Alors, il y a tout un tas de sujets, techniques, qui se posent, mais on a quelques références de data centers, qui, alimentent, par exemple, une piscine municipale, donc c'est dans Seine-Saint-Denis. Alors d'ailleurs, la piscine olympique, est alimentée notamment par la chaleur produite par un data center. Donc ça, c'est quelque chose, qu'on cherche, notamment avec les services de l'État et puis les porteurs de projets à vraiment développer parce qu'on voit que, les data centers vont s'implanter de plus en plus en Île-de-France. Donc l'enjeu est de pouvoir faire en sorte que, on puisse récupérer, la chaleur, produite, pour, rendre les projets, plus vertueux. Oui, c'est une nouvelle démarche intellectuelle. C'est à chaque fois que j'ai l'énergie qui est disponible, qui était fatale, je vais dire comment je vais pouvoir m'en servir. Et donc ça, il faut le réfléchir chaque fois sur chaque projet. Oui, oui, alors, effectivement, alors, donc c'est alors bon, c'est, ce qu'on appelle nous la démarche ENR Choix. On a beaucoup parlé de projets géothermie et autres, mais en fait, le principe, avant de se dire: «Je veux, produire de la chaleur renouvelable», on a une démarche un peu intellectuelle comme vous dites, ou d'abord se dire: «Bon, a-t-on vraiment besoin d'autant de mégawattheures?» Ouais. C'est-à-dire, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, hein, comme on a l'habitude de dire. Et donc est-ce que tous les efforts de sobriété et d'efficacité énergétique ont bien été mis en œuvre préalablement à ce projet de chaleur renouvelable? Et typiquement, un projet de Villeneuve-la-Garenne, on voit qu'il y a beaucoup de copropriétés et de, bailleurs sociaux. Est-ce que, ces copropriétés ont été rénovées, en tout cas sont efficaces énergétiquement pour s'assurer qu'on a réduit au maximum le besoin de chaleur nécessaire? Donc d'abord réduire, ensuite mutualiser. Alors j'en ai aussi parlé, on a beaucoup de projets de chaleur, renouvelables qui se développent. Un forage de géothermie, c'est quand même très intensif en investissement, hein, ça coûte quand même plusieurs dizaines de millions d'euros. Avant de faire un forage, n'y a-t-il pas un réseau de chaleur, dans la commune voisine, ou autre qui existe déjà et pour lequel on pourrait se dire plutôt que de faire un nouvel outil de production, on tire un tuyau et on étend le réseau de chaleur pour mutualiser les coûts, de ce réseau. Ensuite, bon, si on a réduit, il n'y a pas de possibilité de mutualisation, quelle, énergie, renouvelable va-t-on utiliser? Et d'abord, l'énergie, qui existe, qui est là, et qui n'est pas utilisée. Et donc c'est notamment, la chaleur fatale, qui, du coup est produite et donc il faut utiliser au maximum. Et ensuite on a les énergies non délocalisables et notamment la géothermie qui est une énergie, locale, contrairement à la biomasse, où malheureusement on importe encore beaucoup. Ludovic, oui, vous voulez réagir? Oui, parce que vu qu'on est là aujourd'hui avec Villeneuve-la-Garenne, si on garde, si on pouvait garder l'énergie choix, finalement c'est un projet qui justement a été réfléchi à partir en fait de cet énergie choix. C'est-à-dire que dans ce qu'on a mis en œuvre dans le projet, bon, sans parler du sujet des enveloppes énergétiques, même si dans nos réponses souvent on accompagne effectivement en fait les futurs abonnés avec la mise à disposition finalement en fait de fonds qui vont permettre de rénover un certain nombre d'équipements. Mais au-delà de ça, le projet de Villeneuve, il est vertueux parce que le sujet numéro 2, la mutualisation, donc effectivement dans la réponse de Villeneuve-la-Garenne, on a interconnecté finalement en fait le réseau avec un autre réseau qui était juste à côté qui s'appelle Gennevilliers. Et puis finalement dans l'arbre des choix, il y avait une énergie fatale qui était présente, c'était celle effectivement de l'usine de potabilisation de Suez. Et donc, on a été rencontrer Suez pour effectivement essayer de voir si on ne pouvait pas optimiser en fait le mix énergétique à partir de leur énergie. Et enfin, effectivement, on a été mettre en œuvre en fait une géothermie. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, en fait, par rapport à ce que moi, je commence à être ancien dans le métier, on voit bien que par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent,
Aujourd'hui, en fait, on essaye de mettre en œuvre le maximum de solutions pour aller chercher le niveau de NR le plus haut possible. Et c'est vrai que lorsque, avant, on se contentait d'aller chercher 50% pour obtenir une TVA 5,5, dorénavant, la plupart des réponses qui sont aujourd'hui produites en région parisienne, les niveaux de NR sont supérieurs à 75%. Voilà. Amélie, je crois que vous aviez encore aussi une diapo. Merci Ludovic pour cette précision. Vous aviez une diapo encore sur la manière dont vous accompagnez les collectivités, les subventions. Oui, alors c'était effectivement, j'en ai déjà parlé, donc c'est vrai que ce sont des projets qui sont, très intéressants, mais qui nécessitent un investissement, important, notamment quand on se base sur un forage de géothermie, hein, plus de 1 500 mètres de profondeur. Ce sont des investissements qui sont très importants et donc l'État, notamment via le fonds chaleur, accompagne les porteurs de projets pour, les rendre, soutenables, financièrement et surtout permettre, ensuite d'avoir, l'énergie la plus compétitive, possible pour les usagers, finaux. Donc, sans rentrer dans les détails, on a 2 typologies, d'aides, de façon assez classique. D'abord, les études de faisabilité, les schémas directeurs, globaux qui permettent justement de se poser des bonnes questions. Quels sont les réseaux à proximité? Quelles sont, les possibilités, de développement des réseaux de chaleur? Et ensuite, après ces études de faisabilité, on a des aides à l'investissement, sur différentes, typologies, que ce soit les réseaux de chaleur, donc création ou extension, ou ce qu'on appelle, nous, création de moyens de production, donc c'est-à-dire le développement de la production des énergies renouvelables par des forages ou par la récupération de chaleur fatale. Donc là aussi, on a des dispositifs qui permettent d'accompagner et de financer ces projets. Alors, une dernière question là pour vous, Ludovic. On a fait un peu dans le désordre, mais c'est pas grave, on a à peu près tout balayé. Une dernière question pour vous, Ludovic. Si on donne un peu de perspective, effectivement, c'est des choix sociétaux, mais je crois vous avez une diapo aussi, et qu'on donne un peu de perspective 2025-2030, comment vous voyez, les choses sur l'évolution des consommations, en Île-de-France? Déjà, je vais parler effectivement de l'impact sociétal de nos infrastructures énergétiques. Aujourd'hui, en fait, dans le cadre de nos réponses, autant avant, on se cantonnait à mettre en œuvre la meilleure infrastructure énergétique possible. Autant dorénavant, les collectivités nous attendent au-delà de simplement de la réponse d'un énergéticien. Et effectivement, ils souhaitent que cet outil qui va venir finalement traverser la ville porte aussi en fait un certain nombre de valeurs et porte finalement des sujets au-delà de simplement de la chaleur la plus bon marché. Donc effectivement, on va aller chercher des sujets, oui, on va aller chercher de la décarbonation. Donc on va additionner finalement des solutions pour limiter au maximum en fait le niveau carbone en fait de nos solutions. On va accompagner la sobriété effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en mettant en place en fait des fonds qui vont permettre en fait d'accompagner les abonnés pour aller chercher en fait l'efficience énergétique. On va pas quand même aller jusqu'à remplacer toutes les enveloppes des bâtiments, mais au moins accompagner pour que l'énergie consommée soit celle qui soit la plus utile et pas simplement en fait accompagner des passoires thermiques. Et puis effectivement, on va aussi mettre en place des enjeux sociétaux par le financement participatif. Donc là, souvent en fait, on adresse une partie des capitaux, on les met à disposition, enfin on permet finalement à des privés, enfin comment dire, des investisseurs individuels de pouvoir accompagner des sujets comme celui-ci. Et enfin, souvent, on va mettre en place des comités d'usagers pour permettre effectivement en fait que ce nouvel élément à l'intérieur de la ville, cette infrastructure énergétique, soit la plus proche en fait des citoyens de la ville. Voilà. Oui, c'est un outil c'est l'occasion d'un outil de sensibilisation aussi, à Oui, l'efficacité, à la sécurité. souvent en fait pour que les choses soient le plus intégrées possible, les gens ont besoin de comprendre. En plus, la plupart du temps, quand on met en place en fait ce type de solution, bon voilà, on fait quelques travaux sur la route, Oui. etc. On occasionne quand même quelques désagréments. Lorsqu'on vient mettre en place un forage de géothermie, c'est une infrastructure qu'on réalise en général à peu près en l'espace de 4 mois avec des outils qui vont travailler 24 heures sur 24 pendant ces 4 mois. Donc ça crée quelques petits désordres et donc effectivement, il faut que les gens puissent partager en fait toutes les valeurs de ces infrastructures.
Et donc, c'est vrai qu'on crée des comités à la fois pendant la phase de travaux, mais aussi pendant la phase d'exploitation, pour qu'on puisse aussi avoir un dialogue et pas simplement en fait un abonné qui va simplement se contenter de payer sa facture. Alors 2030, vous voyez, oui, on se disait, ça faisait partie du titre de la conférence, hein, Ouais. 2025-2030. Là, je voyais un schéma directeur 2030. Bah, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, Amélie l'a très bien décrit. Aujourd'hui, il y a une vraie ambition et donc il faut savoir accompagner en fait cette ambition. Aujourd'hui, nous, ce qu'on peut connaître au sein de la profession, c'est un doublement des réseaux de chaleur à terme, donc sensiblement pour 2035. Et donc, il va falloir que, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, il va falloir qu'on puisse s'organiser pour aller finalement apporter le maximum de réponses à toutes les collectivités, accompagner les collectivités, mettre en place en fait euh, des équipes qui puissent répondre à ce besoin et aussi accompagner par les capitaux, investis. On l'a vu, Villeneuve, 60 millions. Là, je viens de répondre à un dossier, c'était 90 millions. Donc là aussi, en fait, il y a un gros effort pour accompagner toute cette démarche. Mais je pense qu'on est en démarche. Voilà. Pierre-Charles, je voulais vous poser une dernière question là, qui était en termes de planning. Si on regarde de Villeneuve, entre le moment où vous avez commencé, le moment, les premières études, et puis le moment où vous finissez les travaux, il va se passer combien de temps? Alors, Grosso modo. c'est une bonne question, ça dépend d'un certain nombre d'éléments. Peut-être juste un tout petit point, vraiment très rapide avant de reprendre, de répondre à cette question précisément, c'était de dire, par rapport au choix qui a été fait, à Villeneuve, il y avait une consultation qui avait été lancée précédemment, sur une installation en biomasse. Mais vous voyez, c'est en reprenant en fait le dossier, lorsque je suis arrivé en 2021, j'ai mis en œuvre la démarche, proposée par l'ADEME, ENR Choix. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même mieux à faire que de venir faire une biomasse à Villeneuve, en choisissant une solution qui est certes tout à fait adaptée dans des tas de situations, mais que là, on pouvait peut-être procéder de façon différente. Donc, on a repris les études à partir de 2021. Il y avait un socle qui existait quand même en termes de schéma, notamment d'identification de potentiel de développement. Mais disons, voilà, démarrage des études en décembre 2021. Signature de la concession de services avec travaux en 2024. Elle a pris effet le 1er juin 2024. Donc vous voyez, entre le moment donc 2022 et 2023 ont été consacrés à la mise au point du dossier de consultation et à la consultation. Ça a été un dialogue relativement long, hein, comme ça pourrait être le cas pour une DSP. Et puis là, le forage doit démarrer cet été. Et la mise en service de la géothermie est prévue pour un horizon 2026-2027 en fonction de la date précise d'obtention de l'ensemble des autorisations. Et ensuite, ce sera le déploiement à l'échelle de l'ensemble de la ville. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on a d'ores et déjà, mais dès juin 2024, ce nouveau contrat de concession qui porte ses effets pour nos abonnés. Donc, je dirais que ça a été aussi un point extrêmement positif en termes de lutte contre la précarité énergétique, comme je l'évoquais tout à l'heure. Allez, Puisqu'on a vraiment réduit le coût de la chaleur. une question, allez, je vais en prendre juste une, puisque je vois qu'on est arrivé au terme là, de la conférence. Vous voyez, ça passe vite. Hein, c'est sur les C2E, seront-ils bientôt accessibles en complément du fonds chaleur? Est-ce qu'il y a des C2E pour C'est le... déjà le cas Oui. depuis plusieurs années. Ouais. On peut cumuler aujourd'hui les C2E avec le fonds chaleur. C'était Sous certaines conditions. Mais oui, tout à fait. Oui, en tout cas, c'est le cas. Voilà. Ouais. Donc voilà, on a répondu à la question. Merci à vous pour cette présentation. Là, je crois qu'on a fait un tour d'horizon. On peut applaudir les conférenciers. Merci. On a mis en place une expo d'ailleurs avec vous, l'ADEME, l'année dernière sur le vélo. C'est un webtoon sur le vélo pour se mettre au vélo et un outil de sensibilisation au vélo. Donc vous pouvez flasher ce QR code et puis vous allez retrouver ce webtoon.